Je vous prie de trouver ici dans cette vidéo 2 prime relative à la e-santé la suite des présentations qui n'ont pas pu se poursuivre dans le cas de la première vidéo. Donc, je vous prie de suivre donc cette présentation de l'Institut Montaigne. Libéraux dédié à la e-santé. Donc je me présente, Anaïs Claire, chef de projet e-santé au sein de l'Union des médecins libéraux de Bretagne, en charge notamment des projets de télémédecine et de l'expérimentation Challenge Mobilité portée par l'Inter-URPS. Donc aujourd'hui, cette vidéo va vous présenter dans un premier temps le contexte et le cadre national et régional de la e-santé, et ensuite on fera une petite mise en situation avec l'exemple d'un patient. Et comment utiliser autour de ce patient les différents outils numériques à votre disposition. Donc c'est à l'occasion de cette newsletter dédiée à la e-santé que nous lançons ce premier format de vidéo. J'espère qu'il vous plaira et je vous souhaite une bonne vidéo. Tout d'abord, je vais prendre quelques instants pour définir la e-santé et en exposer son périmètre. Le terme e-santé est une abréviation d'électronique et santé. Aujourd'hui, avec le développement d'Internet et des réseaux, le préfixe « i » tend à qualifier le caractère « en ligne » du mot qu'il précède. Finalement, il correspond à toute action qui est effectuée sur Internet. La e-santé est également désignée par la santé numérique ou encore la santé connectée. Selon l'Organisation mondiale de la santé, elle se définit comme les services du numérique au service du bien-être de la personne, c'est-à-dire comme l'application des nouvelles technologies de l'information et de la communication au domaine de la santé et du bien-être. Concernant le périmètre de la e-santé, il recouvre 3 grandes catégories que nous allons détailler par la suite. Les systèmes d'information de santé, la télésanté et les services numériques en santé. Vous vous demandez sûrement ce qui se cache dans chacune d'entre elles. Nous allons le découvrir de suite. Commençons par la plus importante des catégories, les systèmes d'information en santé. Ils représentent la base, le socle de la e-santé. Ils structurent et organisent les échanges entre les acteurs, que ce soit en ville ou en établissement. Ils permettent également le stockage des dossiers patients et la gestion administrative et financière des structures. Les informations échangées dans ces systèmes se caractérisent par des données de santé pour le suivi des patients, des partages et transferts de documents et des transmissions d'informations au sein d'une équipe de soins. Finalement, ils représentent les fondations de la e-santé. Pour comprendre ce que représentent les systèmes d'information en santé, nous distinguons 3 niveaux.
Tout d'abord, il y a les programmes nationaux et régionaux issus des orientations politiques et instaurés par la stratégie de transformation du système de santé. Les outils déployés pour y répondre sont les suivants. La messagerie sécurisée en santé, le dossier pharmaceutique et le dossier médical partagé, qui est aujourd'hui piloté par la CPAM. À titre d'information, en mars 2019, près de 217 000 DMP ont été créés en Bretagne. Et il y a un autre outil qui rentre aujourd'hui dans le cadre du programme national e-parcours et qui est spécifiquement déployé en Bretagne. Il s'agit de l'outil Goualen. Ce système, à l'initiative des acteurs de la coordination, est dédié au dispositif d'appui à la coordination. Il est en réflexion en Bretagne depuis 2015 et permet de faciliter le suivi du parcours du patient complexe de manière coordonnée et partagée. Pour en savoir plus sur Goualen, je vous invite à vous rendre sur le site du GCS e-santé où des vidéos explicatives sont à votre disposition. Ensuite, l'on retrouve tous les systèmes d'information des établissements sanitaires et médico-sociaux dédiés à leur gestion interne. Et enfin, nous avons l'ensemble des logiciels métiers pour vous, professionnels de santé libéraux. En fonction de votre type d'exercice, individuel, en groupe ou en pluriprofessionnel, vous utilisez le logiciel métier de votre choix ou bien un logiciel métier labellisé par l'ASIP Santé parmi les 17 qui existent si vous exercez en maison ou centre de santé. Et parfois même, il vous arrive d'utiliser les deux. À ce niveau sont également identifiés les outils de coordination en mobilité. Ces derniers permettent le suivi du patient par l'équipe de soins de proximité à travers un usage en mobilité pour la transmission d'informations instantanées et sécurisées sur le patient. Actuellement, les URPS de Bretagne mènent une expérimentation appelée Challenge Mobilité, tant le besoin a été ressenti sur le terrain pour l'acquisition de ce type d'outils dans le but de fluidifier les échanges entre professionnels de santé. Les trois outils qui apparaissent ici, Pandalab, le RSPS et Globule, sont ceux qui sont testés, mais il en existe bien évidemment d'autres. Si vous souhaitez en savoir plus sur le projet Challenge Mobilité et ses résultats, je vous invite à vous rendre sur notre site internet rubrique e-santé. Passons maintenant à la deuxième catégorie, la télésanté. Elle regroupe un ensemble d'actes et d'outils numériques qui favorisent le maintien au domicile des patients et facilitent l'accès aux soins. Ces outils sont donc des supports à la pratique professionnelle. Les principales informations transmises relèvent de l'envoi de documents, de demandes d'avis spécialisés, de suivi des constantes dans le cas de maladies chroniques pour l'analyse des données remontées. Alors, quels actes et quels outils correspondent à la télésanté ? La télésanté se compose de 3 catégories. Tout d'abord, elle comprend la télémédecine et ses 5 actes médicaux associés que je vais vous présenter en les illustrant par des exemples. Le premier d'entre eux est la téléconsultation. Un de vos patients est admis à un EHPAD et vous ne pouvez vous déplacer pour effectuer une consultation de suivi à domicile. La téléconsultation vous permet de réaliser cette consultation à distance grâce à un outil de vidéotransmission sécurisé. En Bretagne, le GCS e-santé propose l'outil Apizee pour la réalisation de téléconsultations avec un module de paiement disponible à la fin de votre acte. Ensuite, il y a la téléexpertise. En tant que médecin, vous avez besoin de l'avis d'un médecin spécialiste pour la prise en charge de l'un de vos patients. Vous transmettez votre demande d'avis à un médecin spécialiste via un outil de messagerie sécurisé. C'est de la téléexpertise. Sachez qu'en Bretagne, il existe 4 types de messagerie sécurisée. e-santé Bretagne, la messagerie proposée par le GCS e-santé, MS Santé, proposée par la ZIP Santé, la messagerie Mailise, qui est la messagerie des ordres, et la messagerie AppyCrypt, qui est la messagerie la plus développée aujourd'hui chez les médecins libéraux. Il est bon de rappeler à ce niveau-là que la téléexpertise est réglementée et s'effectue dans un cadre bien défini. L'acte, pour être validé, doit aboutir sur un compte-rendu du médecin spécialiste. L'utilisation du SMS pour une demande d'avis n'est donc pas de la téléexpertise. Je réaliserai sûrement une vidéo dédiée à la télémédecine et à ses particularités. N'hésitez pas à me dire si ce sujet vous intéresse en commentant cette vidéo. Ensuite, il y a l'acte de télésurveillance. Cet acte vous permet d'interpréter à distance les données recueillies sur le lieu de vie du patient à l'aide d'un dispositif médical connecté. Il est utilisé dans le suivi des maladies chroniques telles que le diabète ou encore les insuffisances rénales ou respiratoires.
La téléassistance, quant à elle, vous permet de réaliser un acte médical à l'aide en simultané de l'un de vos confrères. C'est le cas notamment pour des gestes chirurgicaux complexes. Et enfin, le cinquième et dernier acte, reconnu comme étant de la télémédecine, est la régulation médicale via le centre 15. Le professionnel médical du centre 15 donne un premier diagnostic sur l'état du patient par téléphone et oriente vers la prise en charge la plus adaptée. La deuxième catégorie est le télésoin. C'est un nouvel acte introduit dans la loi Ma Santé 2022 et son article 53. Il se définit comme la pratique de soins à distance utilisant les technologies de l'information et de la communication entre un patient et un ou plusieurs pharmaciens ou professionnels paramédicaux. Un arrêté ministériel et un décret viendront préciser cette nouvelle activité et ses conditions de mise en œuvre. Enfin, il y a la M-Santé pour mobile et santé. Il s'agit là des applications bien-être et santé recueillant la donnée de santé depuis votre mobile. Domaine plus connu du grand public. Ce sont par exemple des applications qui calculent vos calories dépensées ou le nombre de pas que vous effectuez. Enfin, la troisième et dernière catégorie de la e-santé est représentée par les services numériques en santé, c'est-à-dire l'ensemble des outils qui facilitent la mise en relation, que ce soit entre le patient et son médecin ou entre les professionnels de santé. Dans cette catégorie, on retrouve différents types d'outils et de services, à commencer par les outils d'adressage, qui facilitent la mise en relation entre les professionnels de santé d'établissement et de ville. Il s'agit notamment d'applications mobiles permettant la programmation des soins de ville pour les patients qui sortent d'hospitalisation. Aujourd'hui, Entract et InziCare sont utilisés en Bretagne, mais il en existe d'autres sur le marché. Ensuite, il y a les plateformes de prise de rendez-vous en ligne. Elles offrent la possibilité pour les patients de prendre un rendez-vous directement en ligne en fonction des disponibilités indiquées par le médecin et au médecin d'organiser au mieux son activité. Il en existe beaucoup, en voici un échantillon avec Doctolib, Rendez-vous médicaux et DocAvenue. Il y a également les services de conseil médical par téléphone ou téléconseil. Le patient se connecte à la plateforme et pose une question par chat ou par téléphone au médecin correspondant. Medavise ou Medocteur, entre autres, proposent ce type de service. Nous retrouvons également le e-learning en santé, c'est-à-dire les formations à distance pour les professionnels de santé, la dématérialisation des démarches administratives en santé, comme les demandes d'allocation faites en ligne, on appelle ça des téléservices, ou encore tout l'équipement domotique pour connecter et sécuriser le domicile des patients. La catégorie des services numériques en santé évolue vite. La liste présentée ici est loin d'être exhaustive. Des nouveaux services numériques en santé se créent tous les jours pour venir faciliter le quotidien des professionnels de santé et des patients. Maintenant que vous en savez plus sur le périmètre de l'e-santé et les différents outils existants, nous allons dans la deuxième partie les faire entrer en musique à travers un cas concret, celui de Martin. L'objectif est que vous compreniez l'utilisation de chacun d'eux dans la prise en charge d'un patient et de voir que tous ces outils sont complémentaires. Pour cela, je vous présente Martin. 85 ans, veuf et pris en charge par une équipe de coordination primaire pour le suivi de son diabète. Il présente également, selon son médecin traitant, une perte d'autonomie progressive. L'enjeu ici est de voir quelle articulation il y a entre les différents outils numériques que l'on vient de voir dans la première partie et leur utilisation par chaque acteur intervenant dans la prise en charge de Martin. Comme on vient de le voir, Martin est suivi à domicile par une équipe de professionnels de santé. Ils exercent soit en cabinet individuel, soit en groupe, soit en maison ou pôle de santé. Au sein de leur structure, ils utilisent un logiciel métier dédié à leur profession pour la gestion des dossiers patients et à la facturation des actes. Ils peuvent utiliser un logiciel pluriprofessionnel labellisé s'ils appartiennent à une maison de santé. Dans tous les cas, le dossier patient de Martin sera créé dans leur outil. Un jour, Martin fait une chute. Il est alors hospitalisé dans l'hôpital le plus proche. L'établissement va créer le dossier patient de Martin dans son système d'information hospitalier. Puis, de retour chez lui, Martin a du mal à se remettre de sa chute. L'équipe de soins se pose alors pas mal de questions quant à son maintien à domicile.
aucun aidant ou proche n'est à proximité pour l'accompagner, et des services d'aide à domicile interviennent une fois par semaine, ainsi qu'une assistante sociale. L'équipe de soins décide de contacter la plateforme territoriale d'appui afin d'avoir un accompagnement pour définir la meilleure prise en charge de ce patient devenu complexe. En Bretagne, les dispositifs d'appui à la coordination utilisent un système d'information appelé Gwalen. Toutes les informations liées à l'état de santé de Martin et à sa prise en charge seront partagées avec l'ensemble des professionnels intervenant autour de lui. Le dossier de Martin va être créé dans Gwalen, puis analysé par la PTA en concertation avec l'ensemble des acteurs. D'un commun accord, Martin sera admis en EHPAD pour récupérer de sa chute, un maintien à domicile étant jugé trop risqué. Voici un nouvel acteur qui entre en jeu dans la prise en charge, l'EHPAD. Le dossier de Martin est alors créé dans le système d'information interne à l'établissement. Finalement, sur ce type de prise en charge sur un territoire donné, le système de suivi numérique du patient est composé de 5 acteurs principaux. Le patient, l'hôpital, la PTA, l'EHPAD et son noyau dur formé par les professionnels de santé. On remarque que sur ces 5 acteurs, tous, hormis le patient, ont leur propre système d'information qui fixe les fondations de leurs échanges et de leur gestion interne. Voyons maintenant comment s'articule le reste des outils que nous avons vus en première partie et quels outils numériques sont utilisés par chaque acteur pour communiquer autour du patient. Pour y répondre, nous distinguons 2 cercles. Le premier cercle est celui des outils socles. Nous retrouvons ici le dossier pharmaceutique, les différents types de messagerie sécurisée, le DMP, ainsi que les outils de messagerie instantanée et sécurisée en mobilité dédiés à l'équipe de soins de proximité. Ce premier cercle comprend l'ensemble des outils indispensables à la gestion des données patients et au partage de l'information entre professionnels de santé, de ville et d'établissement, et également de partage d'informations avec le patient lui-même via le DMP. Le deuxième cercle est celui des outils support. Il s'agit là des outils apportant une aide à la pratique et facilitant la mise en relation des acteurs de la prise en charge. Le jour de sa sortie d'hospitalisation, l'établissement où a séjourné Martin a directement programmé ses soins infirmiers via une application d'adressage pour bien anticiper sa sortie d'hospitalisation et son retour au domicile. Le recours à une plateforme de prise de rendez-vous en ligne a été également nécessaire pour prendre le rendez-vous chez le kiné pour la rééducation de Martin. Ensuite, lors de son admission en EHPAD, les dispositifs de télémédecine ont permis au médecin traitant de Martin de réaliser une téléconsultation de contrôle. Il a de cette manière évité un déplacement de Martin. La principale caractéristique des outils appartenant à ce deuxième cercle est qu'ils seront utilisés de manière ponctuelle dans la prise en charge et quand celle-ci le permettra. Si l'on prend un peu de recul, ces 2 cercles composés de l'ensemble des outils gravitent de manière continue autour du noyau dur représenté par les professionnels de santé libéraux et leur permettent de tisser une interaction entre eux et les autres acteurs. Cette rotation continue leur permet d'utiliser les outils numériques adéquats au moment opportun et vers les bons interlocuteurs. Finalement, le système décrit ici permet de définir les contours du suivi numérique des patients dans un environnement qui fait écho à celui des communautés professionnelles territoriales de santé. Ça permet d'obtenir une base pour la modélisation de l'interaction potentielle des acteurs d'une CPTS. Et voilà, c'est terminé pour cette première vidéo consacrée à la e-santé. J'espère que le cas de Martin vous aura permis de mieux saisir l'utilisation des différents outils à votre disposition en Bretagne. On l'a vu, tout l'enjeu aujourd'hui est de faire communiquer tous ces outils entre eux et d'avoir un cadre d'interopérabilité commun. Le Tour de France du numérique en santé présent à Rennes le 19 septembre dernier, avec la délégation ministérielle représentée par Laura Letourneau et Dominique Pont, nous ont bien fait comprendre que le cadre d'interopérabilité était un des enjeux forts. En Bretagne, l'ensemble des acteurs est auprès du GCS e-santé pour faire en sorte de vous accompagner et de développer les usages des différents outils.
N'hésitez pas à réagir à cette vidéo. J'ai une première pour